Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer que vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent avec un cash flow négatif. Je vais vous montrer comment on peut faire des investissements à haute rentabilité tout en ayant un cash flow négatif. Je sais, c'est contre-intuitif, c'est probablement pas ce que vous diront les gourous de l'immobilier, mais vous allez voir, c'est souvent beaucoup plus rémunérateur et beaucoup plus efficace sur une très longue période. Beaucoup d'entre vous ont entendu dire que si on fait un achat immobilier locatif, il faut absolument avoir ce qu'on appelle un cash flow positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un cash flow positif? En fait, le cash flow, c'est un indicateur qui va prendre en compte tous les revenus que vous allez tirer de votre investissement immobilier, donc les loyers, auxquels vous allez soustraire toutes vos dépenses, y compris la mensualité d'emprunt. Donc vous allez prendre les loyers, vous allez déduire les charges, copropriété, charges diverses, EDF, etc. Les charges en tant que propriétaire. Vous allez en déduire également l'imposition, donc l'impôt que vous allez payer à l'État français, et vous allez déduire la mensualité d'emprunt, en fait l'échéance d'emprunt, c'est-à-dire la mensualité du crédit et le paiement de l'assurance du crédit. Donc quand vous faites ça, vous obtenez ce qu'on appelle le cash flow, ou l'effort d'épargne, ou l'effort de trésorerie, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais en gros, c'est ce qui vous reste dans la poche une fois que vous avez touché les loyers et que vous avez payé toutes vos charges. Donc c'est toujours super de dire, en fait, pour faire un investissement locatif ultra rentable, il faut avoir un cash flow positif parce que le locataire comme ça paye absolument tout, il paye le remboursement du crédit et du coup l'acquisition du capital du bien immobilier, il paye les intérêts du crédit, il paye les charges de propriétaire et après tout ça, vous êtes positif, donc vous gagnez de l'argent. Donc évidemment, à court terme, ça peut sembler très alléchant et c'est intéressant comme ça sur le papier. Alors ça peut l'être, mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que vous achetez un bien immobilier qui a une certaine valeur et qui se valorise dans le temps. Finalement, la part de capital que vous allez acquérir par l'asset de bien immobilier a tout autant de valeur que les revenus locatifs que vous allez pouvoir en tirer. En fait, l'immobilier, c'est un investissement à deux facettes. Vous avez la facette locative, où vous touchez des loyers, donc vous gagnez de l'argent pendant toute la durée de l'investissement, et vous avez une part de capitalisation où vous faites l'acquisition d'un bien immobilier qui, dans la durée que vous allez le détenir, va aussi prendre de la valeur. Et c'est la combinaison des deux qui fait de l'immobilier un placement si intéressant, et pas uniquement l'une ou l'autre. Maintenant, si on en revient à l'objet de cette vidéo, qui est de vous expliquer comment un cash flow négatif peut être ultra rentable, je vais vous comparer deux investissements. Le premier investissement est un achat à Paris, et le deuxième investissement, un achat à Roubaix. Donc on sait très bien que quand on achète dans une petite ville ou dans une ville moyenne ou dans une ville moins demandée ou dans une ville à la campagne, on va tout de suite payer de l'immobilier beaucoup moins cher, tout en gardant un loyer plutôt convenable. Ce qui fait qu'en fait, dans ces villes-là, souvent vous pouvez obtenir des cash flows positifs. Donc parce que finalement le prix du bien reste assez modéré ou faible par rapport au loyer, beaucoup plus que dans une grande ville type Paris. Donc bien souvent, si vous prenez votre simulateur, votre calculatrice et vous rentrez l'achat d'un bien immobilier dans une grande ville, vous allez tomber sur un cash flow négatif. À moins de faire des stratégies très complexes de colocation ou autre, ou Airbnb, ça va être très dur de tirer un cash flow positif. La raison est simple, les prix sont très élevés par rapport au loyer. Même si les loyers à Paris sont plus élevés que dans d'autres petites villes, en proportion du prix et de l'augmentation des prix, ça ne suffit pas à obtenir un cash flow positif. Pourquoi est-ce que les biens sont finalement plus chers à Paris? Tout simplement parce qu'il y a plus de demandes, parce que ça a plus de valeur, parce que c'est beaucoup plus désirable, beaucoup plus de gens veulent acheter à Paris et à des tarifs plus élevés. C'est plus rare, c'est un patrimoine qui va se valoriser beaucoup mieux dans le temps que dans certaines petites villes à la campagne ou en province en France. Et donc pour vous illustrer ça, j'ai pris deux exemples avec le même budget. Donc dans les deux cas, on va acheter un bien à 150 000 euros. On achète un bien à 150 000 euros à Paris. Et pour le cas d'un cash flow positif, on va acheter un bien à 150 000 euros à Roubaix. Donc j'ai pris une simulation à Roubaix d'un achat de 150 000 euros pour 103 mètres carrés, loué 1 450 euros. Alors j'ai pris quelque chose d'assez simple, donc c'est un logement loué en meublé au réel, en LMNP au réel, par une personne qui gagne 40 000 euros par an, voilà, avec des taxes foncières à peu près dans la moyenne et des charges assez élevées de 2 000 euros, une taxe foncière de 1 850 euros, etc. Je fais un emprunt sur 20 ans à un taux de 3,70% avec un apport d'à peu près les frais de notaire, donc de 10 989 euros. Donc quand je fais ça, donc cet achat à Roubaix, j'obtiens un cash flow mensuel de 202 euros. Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai touché les loyers et que j'ai remboursé
toutes les charges ainsi que l'impôt, ainsi que la mensualité d'emprunt, donc ici qui est de 897 €, et ben j'obtiens un cash flow positif de 202 € par mois. C'est-à-dire que quand je fais cet achat immobilier, à part les frais de notaire que je vais devoir sortir en apport dans l'emprunt, je vais gagner 202 € en moyenne, évidemment ramené au mois, tous les mois, tout en ayant un bien immobilier qui se finance sur 20 ans. Donc ça c'est super, donc ça montre bien qu'il y a certaines villes, évidemment, comme Roubaix, où on peut avoir un cash flow positif avec un investissement de 150 000 € sans aucun problème. Maintenant, je vais prendre un investissement, cette fois à Paris, donc la ville, la plus grande ville en France et celle qui est le plus demandée finalement, celle qui a le plus gros potentiel, on va dire, de façon simple, c'est Paris. Donc je vais prendre un investissement à Paris de 150 000 €, donc identique à celui de Roubaix. Donc là, c'est un 18 mètres carrés qui va être loué 833 € par mois. Donc on voit bien que pour un même budget, donc 150 000 €, on ne peut pas atteindre le même type de loyer parce que la surface est très petite. Là, on parle de 18 mètres carrés contre 100 mètres carrés à Roubaix. Donc on a un loyer qui ne peut pas dépasser ici, ici on va prendre la supposition que c'est 833 €. Donc si on prend ça avec les mêmes paramètres, donc même revenu, même façon de louer en LMNP, donc en meublé au réel, avec un taux de 3,70% sur 20 ans pour le crédit, avec les frais de notaire payés en apport, et bien cette fois-ci, on est à moins 183 € de cash flow mensuel. Donc c'est l'inverse, ça nous coûte quasiment 200 € par mois. Ça veut dire qu'en fait, le propriétaire qui va investir à Paris va devoir sortir de sa poche tous les mois, tous les ans, de 200 € à peu près, donc 183 € par mois. Donc ça va lui coûter de l'argent en faisant cet achat. Contrairement à celui de Roubaix qui lui finalement gagne de l'argent. Donc à première vue, quand on regarde ces deux investissements, ça ne fait pas photo. Il faut investir à Roubaix et pas à Paris. En fait, dans la pratique, c'est pas aussi simple que ça. Parce que comme je vous disais au début de vidéo, un bien immobilier et un investissement immobilier, c'est deux composantes. Vous avez la partie locative dont on vient de parler, c'est-à-dire les loyers et les charges, et vous avez la partie valorisation de patrimoine. Maintenant, si on prend en compte la composante valorisation de patrimoine, on va partir du principe que l'on va garder le bien 20 ans et qu'on va le vendre au bout de 20 ans. Si on prend l'achat à Roubaix, on a dit tout à l'heure qu'on avait un cash flow positif de 202 € tous les mois. Donc on va simplifier et on va extrapoler ça sur 20 ans. Donc on va multiplier par 12 les 202 € pour l'avoir à l'année et par 20 pour avoir le cash flow, finalement tout l'argent qu'on va gagner en cash flow positif sur 20 ans. Et on obtient 48 480 €. Maintenant si on fait la même chose à Paris, on dépense 183 €, donc ça nous coûte sur 20 ans 43 920 €. Donc d'un côté à Paris, on va devoir sortir et perdre 43 920 € sur 20 ans. Et à côté, sur Roubaix, on va gagner 48 480 € sur 20 ans. Donc là aussi, on a encore l'impression que, bien sûr, Roubaix est beaucoup plus intéressant. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a la composante valeur du bien patrimonial. On va extrapoler la valeur du bien immobilier dans 20 ans. Qu'est-ce qu'il va valoir dans 20 ans? Et là, il faut prendre des suppositions. Alors, on peut se baser sur l'historique finalement des prix sur Paris ou sur Roubaix. Mais vous allez voir que même avec des suppositions basses, vous allez voir l'effet est assez considérable. Donc on va dire qu'à Roubaix, le bien acheté 150 000 € donc en vaut 170 000 € dans 20 ans. Dans ce cas-là, à Roubaix, on aura gagné 20 000 € du fait de la plus-value de 150 000 à 170 000 €. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a gagné 48 480 € grâce au cash flow. Et donc si on somme les deux, on arrive à la somme de 68 480 €. Donc ça, on va dire que c'est l'enrichissement du fait de l'investissement à Roubaix. Maintenant, on va prendre le cas de Paris. Donc Paris, sur 20 ans, a vu ses prix multipliés par 3. Maintenant, moi, je vais faire le calcul sur un multiplicateur de x2 des prix à Paris et de x3. Si on part de l'hypothèse d'un x2 sur les prix à Paris en 20 ans, le bien en vaudra 300 000. Ça veut dire qu'on aura gagné 150 000 € puisqu'il a été acheté 150 000 €. À cela, il faut déduire le cash flow négatif que nous a coûté ce bien sur 20 ans. Et ici, il est de 43 920 €, ce qui donne 150 000 moins 43 920 €, donc 106 080 €. Donc on a gagné 106 080 € sur 20 ans, de façon simplifiée, comparé à Roubaix, qui lui avait gagné 68 480 €. Donc on fait mieux avec un bien qui a fait x2. Maintenant, si on regarde l'historique des prix à Paris sur 20 ans, ça a plutôt fait x3. Donc si on fait x3, le bien aura une valeur de 450 000 € dans 20 ans, ce qui fait un gain de 300 000 € par rapport aux 150 000 € de prix au départ, auquel on retire le cash flow négatif donc de 43 920 €. Et donc on obtient un gain de 256 080 €. Donc là, c'est considérablement plus élevé que les 68 480 € à Roubaix. Donc dans le cas d'une prise de valeur x2 à Paris, vous allez gagner 37 600 € de plus
qu'à Roubaix. Et dans le cas où Paris fait x3, vous allez gagner 187 600 € de plus que l'investissement à Roubaix. Donc c'est considérable, c'est pas du tout négligeable et vous voyez bien qu'on parle du même investissement au départ, donc du même budget de 150 000 €. Maintenant, vous pouvez très bien dire, bah oui, mais à Roubaix, ça aurait pu augmenter plus. Oui. Maintenant, il ne faut pas oublier que si Roubaix est multiplié par 2, il est fort à parier que Paris a été multiplié bien plus qu'un facteur 2. Ça semblerait complètement aberrant, ça pourrait arriver, mais ce serait très peu probable que Roubaix augmente d'une façon beaucoup plus exponentielle que celle de Paris. Après, vous allez me dire, évidemment, ce sont des suppositions, mais quand même, l'histoire a montré que les biens immobiliers se valorisent nettement mieux à Paris qu'à Roubaix. Alors, on peut toujours faire le pari inverse, mais il ne faudra pas forcément compter là-dessus et plus se rabattre sur les revenus locatifs et donc sur le rendement locatif pour faire des gains sur Roubaix. Alors ça ne veut pas dire que l'investissement sur Roubaix n'est pas un bon investissement. Cette vidéo a juste pour but de vous montrer qu'en fait on peut gagner beaucoup plus d'argent avec un bien acheté à cash flow négatif et que regarder juste le cash flow pour essayer de comprendre si son investissement est intéressant, ça ne suffit pas. C'est un indicateur parmi d'autres, mais il ne faut jamais oublier que la valorisation de votre bien immobilier compte tout autant, voire beaucoup plus que le cash flow et que le revenu locatif. Si je vous donne une comparaison, c'est un peu si vous compariez finalement l'achat d'une action Apple en bourse et que vous vous disiez que seulement les dividendes, donc ce que Apple reverse finalement aux actionnaires, suffira à vous rendre riche. Alors qu'aujourd'hui, ce qui a rendu riche les actionnaires d'Apple, c'est le fait qu'Apple a explosé en valeur et que l'action a fait x7 en 10 ou 15 ans. Il y a deux composantes. Ça ne veut pas dire qu'un achat à Paris est toujours plus intéressant qu'un achat dans une ville moyenne. Ça veut juste dire que se baser uniquement sur le cash flow et se dire qu'un cash flow négatif c'est forcément mauvais, eh ben, c'est une mauvaise façon d'étudier un projet. Il faut prendre en compte tous les paramètres et regarder si ça vaut le coup au global suivant les projections que vous faites. Donc attention, si on vous dit cash flow positif, cash flow négatif, attention, on peut avoir un cash flow très positif pour un bien immobilier qui va peut-être perdre de la valeur ou qui ne va pas se valoriser dans le temps et qu'au final vous n'avez pas gagné grand chose. Et vous pouvez avoir un cash flow négatif et avoir un bien immobilier d'exception, surtout si vous le rénovez et que vous en faites quelque chose d'encore plus qualitatif et plus joli et plus premium, et bien dans ce cas-là, vous décuplez encore la valeur patrimoniale et si en plus vous êtes très bien situé, attention, la localisation c'est toujours le critère numéro 1 en immobilier, et bien vous allez gagner beaucoup plus alors que ça vous a coûté tous les mois. Dernier petit point, évidemment, pour faire un investissement à cash flow négatif intéressant, il faut pouvoir sortir cet argent, ce coût tous les mois. Donc il faut pouvoir avoir cette réserve ou en tout cas avoir assez de salaire ou assez d'épargne ou assez de capacité d'épargne pour pouvoir supporter cet investissement. Donc forcément, ce type d'investissement s'adresse moins aux plus jeunes et plus à l'investisseur aguerri ou celui qui a déjà du patrimoine ou en tout cas un salaire suffisant pour pouvoir faire ce type d'investissement. Il faut acheter en fonction de sa situation, en fonction de ses capacités, bien étudier les deux composantes, que ce soit les composantes de revenus directs, aussi bien que les composantes intrinsèques de votre bien immobilier et de sa capacité à prendre de la valeur, à provoquer le désir chez les acheteurs. Aujourd'hui, si vous voulez faire une énorme plus-value sur une opération immobilière sur une longue période, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir investir dans des biens d'exception ou des biens en tout cas qui se situent dans des endroits très demandés. Et souvent, ce sont dans des villes prisées, des grandes villes, des villes voilà, qui ont un intérêt. Vous pouvez toujours bien sûr miser sur des villes d'avenir, mais là c'est un peu plus difficile, ça va dépendre de votre connaissance de la ville évidemment. Ce que je viens d'expliquer s'applique pour n'importe quelle stratégie de location immobilière, que vous fassiez du Airbnb, de la location à l'année, de la colocation, un immeuble de rapport, etc., etc. N'hésitez pas à utiliser des simulateurs en ligne qui sont capables de calculer ce qu'on appelle le taux de rendement interne parce que cet indicateur, le taux de rendement interne, permet de prendre en compte la plus-value à la revente et les cash flows tout au long de l'investissement. Donc c'est le seul qui va vraiment pouvoir vous prendre en compte tout l'investissement et qui vont vous permettre de comparer des investissements entre eux en incluant aussi bien le locatif et les revenus de loyer que la plus-value à la revente et le potentiel patrimonial de votre bien. J'espère que cette vidéo était claire, ce n'est pas forcément un concept facile à expliquer. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire. Évidemment, si vous vous abonnez et si vous commentez, ça aide beaucoup, ça m'aide beaucoup.
Je pourrais faire plus de vidéos comme ça qui va dans le fond de la problématique de l'investissement immobilier et pour vous expliquer un maximum de choses. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.